qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation, Il nous faut de l'ambition. sur tous les sujets qui comptent, C'est à nous d'agir. ensemble, faisons bouger les lignes. Voilà, retour plateau pour cette table ronde consacrée à la parité dans l'entrepreneuriat. Et oui, en France, seulement 30% des entreprises sont dirigées par des femmes. Et si on va dans le CAC 40, alors là, on est très très loin du compte. Il est donc essentiel de renforcer la parité, stimuler l'innovation et la croissance. C'est l'objectif. Avec la parité, on y arrivera sans doute plus facilement. On le sait, la parité est gage de performance économique. C'est documenté, véritablement. Alors, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, on sait que les chefs d'entreprise, chefs de FES, femmes réussissent bien, voire parfois mieux que les hommes. Alors, pourquoi se priver d'une partie de la population pour diriger et créer des entreprises, sachant que les projets généralement masculins sont très soutenus? Pourquoi les levées de fonds, par exemple, sont-elles si faibles pour les jeunes filles? 2% des levées de fonds consacrées à des projets féminins pour les startups. Pourquoi les fonds, d'ailleurs, n'investissent généralement que dans des entreprises pilotées par des hommes? C'est un mystère que nous allons peut-être comment éclaircir avec nos invités. Catherine Malaval, Femme Business Angel, vous représentez cette institution qui soutient Business Angel, c'est très clair, vous investissez dans des startups portées par des jeunes femmes. Porté par des hommes, des équipes mixtes ou des femmes. D'accord. Et vous êtes docteur en histoire. Ça veut dire qu'on peut arriver à tout en faisant de l'histoire. Et c'est une très bonne chose. C'est aussi ça la diversité. Exactement. C'est des profils variés dans tous les secteurs d'activité. Sylvia Clément du Collège de Paris. Bonjour. Bonjour. On va voir l'importance de la formation pour s'élever, pour gagner évidemment en indépendance et pouvoir entreprendre. Alexia Reis du collectif Sista. Est-ce qu'on dit collectif Sista ou Sista tout simplement? ONG Sista ou ONG Sista. Sista, voilà. Sista, ça fait référence à Sister, évidemment, pour soutenir les femmes dans les startups, l'engagement et évidemment l'investissement et l'entrepreneuriat. Julia Clara Kessous d'IWF, International Women's Forum, qui est notre partenaire. Vous savez qu'on est en famille, si je puis dire, quand vous êtes ici, puisque c'est aussi avec vous que toute cette journée a été organisée, les journées précédentes également, et ce forum. Merci d'être là. Alors, première question, je vais me retourner vers la Business Angel, c'est celle qui représente les Business Angels. Alors, je disais au préalable qu'il y a finalement peu de femmes dirigeantes, peu de femmes créatrices d'entreprises, ou pas assez en tout cas, mais comment on en est arrivé là? Est-ce que vous avez une idée et pourquoi on en est là? Et est-ce qu'on peut faire changer les choses surtout? Alors, peut-être dire quelques mots sur les Business Angels. Allez-y. En fait, on est un réseau donc, de femmes Business Angels, créé il y a 20 ans. En 2003, on fête nos 20 ans cette année. Et de fait, on est 1500 ambassadrices et 150 femmes qui investissons dans l'économie émergente. Et donc, déjà, à l'échelle des Business Angels, on dénombre entre, on va dire, 10 et 15% de femmes parmi les Business Angels. Donc voilà, nous sommes également peu nombreuses en tant que Business Angels. Il faut s'afficher, il faut dire on est là quand même. Ça veut dire c'était Alors l'ambition. on est là puisque depuis le début on a accompagné environ 250 startups. Ouais. On investit chaque année un peu plus d'1,5 million dans des startups. Cette année encore, on va investir 1,5 million dans des startups portées par des hommes, des équipes mixtes ou des femmes, comme je vous le disais en introduction. Alors là, on va parler du sujet de la femme puisqu'on est quand même aux assises de la parité. Est-ce que vous avez identifié des raisons objectives ou subjectives d'ailleurs, ou des raisons qui n'en sont pas pour cette situation d'inégalité, d'iniquité à l'accès à l'entrepreneuriat, par exemple, ou au fond? Alors, les fonds sont moins, effectivement, il y a moins de femmes et déjà dans les fonds. Ah oui, exactement. Peut-être d'autres seront mieux à même que moi de répondre sur le sujet de l'entrepreneuriat, puisque nous, notre mission, c'est de faire qu'il y ait plus de femmes au capital des entreprises. Ah oui, d'accord. Oui, mais c'est aussi... Et c'est très important. C'est très important, justement, la gouvernance, c'est la gouvernance en réalité qui est en jeu, puisque... Et on voit que le fait qu'il y ait plus de femmes au capital des entreprises peut être aussi un facteur pour qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs. Bien sûr. Et que des entreprises qui ont un plus fort impact sur la société se développent. Et c'est l'objet du livre blanc qu'on a sorti.
Parlez-nous 2 minutes de ce livre blanc, il est ça. Alors j'ai là. Bah oui, alors si vous prenez voulez le voir. temps de montrer à la caméra. Hop, on peut le montrer, voilà. Je ne sais pas si je crois qu'elle est là. C'est un livre blanc qui fait un état des lieux sur l'investissement, l'actionnariat des femmes. Donc l'investissement... Elles ont plus de nez pour investir dans les bonnes startups. Alors déjà, elles sont moins nombreuses, comme je le disais. Et ce que montre ce livre blanc, c'est que finalement, les femmes épargnent, mais encore peut-être un peu plus de réticence vers l'investissement. Il y a un certain nombre de raisons aussi. Les principales raisons, c'est un patrimoine qui peut être moins important, des salaires qui sont parfois moins importants, donc forcément vous avez une poche d'investissement qui l'est moins, et toutes ces raisons cumulées fait qu'effectivement il y a moins de femmes investisseuses, mais pour autant notre mission c'est de faire que on a une partie de notre mission qui est justement de promouvoir l'investissement des femmes et de faire en sorte qu'elles investissent dans l'économie émergente. Ben oui. Alors, au collectif Sista, on est au cœur de la machine, si je puis dire, de mes interrogations en tout cas. Alors, je reprends ma question. Comment on en est arrivé là? Parce que les chiffres sont tellement faibles, je pense aux levées de fonds, qu'on en est un peu stupéfait, quoi, sachant que l'économie, la tech notamment, c'est un monde assez ouvert. On avait l'image un peu de la Silicon Valley, la Californie. Pour autant, non, pas du tout. C'est très genré, très Absolument. régressif même, je dirais, parfois, par certains côtés. Oui, absolument, et je le confirme. Je reviens sur il y a 2 ans, on a créé, on a regardé non seulement les fondatrices d'entreprises et aussi les investissements, mais là, il y a 2 ans, on a aussi fait une étude sur la place des femmes dans les instances dirigeantes de la tech. Oui. Et en fait, c'était navrant. On a dû titrer notre étude la French Tech pire que le CAC 40. Oui. Puisqu'il y avait encore moins de femmes dans la même, tech, quoi, dans les instances C'est un dirigeantes. peu contre-intuitif, si je puis dire. Absolument. Et on aurait adoré trouver l'inverse. En revanche, le secteur de la tech est, contrairement à ce qu'on aurait pu penser initialement, au final, en effet, très genré au masculin. En fait, ça provient du fait que les nouvelles technologies, et notamment les femmes dans les écoles d'ingénieurs, etc., sont moins nombreuses. Bien sûr, 25%. Il y a aussi, au global, moins de femmes qui créent des entreprises. Donc là, on est sur quelque chose d'un peu systémique et historique. En revanche, ce qu'on fait et ce que font des structures comme Sista, c'est vraiment on accompagne cette parité et on accompagne les femmes qui souhaitent créer des entreprises, et surtout, on dit maintenant aux femmes depuis plusieurs années qu'elles peuvent créer des entreprises. Donc les chiffres de création des entreprises pour les femmes restent en effet faibles, mais néanmoins, on constate une augmentation. Quand le collectif Sista s'est monté en 2019, il n'y avait que 15% de femmes fondatrices de start-up. Aujourd'hui, on atteint presque 25%. Donc, Ah oui. Oui. En 5 les ans, femmes c'était pas mal. maintenant créent des boîtes. Les femmes créent des entreprises. Maintenant, le nerf de la guerre, c'est qu'elles ont besoin d'être financées. Bien sûr. Voilà. Et là, il y a un gros sujet quand même. Et là, il y a un sujet, en effet, et c'est pour ça que Sista, au quotidien, fait des actions, parce qu'en effet, les femmes, maintenant, créent des entreprises, ne sont pas financées. Et une des raisons qu'exprimait Catherine tout à l'heure, c'est qu'en fait, le problème, c'est que la plupart encore des investisseurs sont des hommes. Dingue, et donc oui. les chiffres observés chez les business angels se retrouvent également chez les fonds d'investissement, donc chez les VC. On a plus de 85% des partenaires, donc des décideurs de fonds d'investissement qui sont encore aujourd'hui des Mais hommes. ils ne sont pas complètement, pardonnez-moi l'expression, ils ne sont pas complètement débiles. Un financier, il sait qu'investir, peu importe le sexe, peu importe la couleur, si c'est porteur, normalement, il devrait réfléchir différemment. C'est un peu... Quand j'ai vu cette statistique, j'étais assez sidéré d'ailleurs. Oui, alors, la logique voudrait cela. Sauf qu'il y a plein d'autres facteurs qui sont beaucoup plus impalpables et qui sont notamment les biais cognitifs, les biais de genre, ce qui fait qu'on va attribuer certains qualificatifs à une femme plutôt qu'à un homme ou à un homme plutôt qu'à une femme. Et typiquement, malheureusement encore aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, tout ce qui va concerner la création d'entreprises et encore, et d'autant plus tout ce qui est de type technique. Ah oui, la tech, ouais. Voilà, la tech va être très attribuée au genre masculin. Et donc, les biais des investisseurs vont faire qu'ils vont accorder parfois plus de crédibilité à un projet technologique lorsqu'il est porté par un homme que par une femme. Et aussi, on va avoir tendance,
une tendance naturelle à financer ce qui nous ressemble. Donc en l'occurrence, des hommes La vont finance financer des hommes. des Ouais, hommes. bien sûr. Voilà. Bon, pardon, vous avez Oui. fini. Ouais, chez IWF, on regrette ce constat aussi, un peu le constat qui est porté. Évidemment, l'entrepreneuriat, il est transgenre. Hein. Il n'y a pas de sexe pour bien entreprendre. Chez IWF, bien sûr, on essaie de pouvoir désiloter, décloisonner. On connaît le réseau d'excellence, notamment en partenariat avec les Assises de la parité. Moi, j'ai des responsabilités au sein du pôle ambassadeur de l'UNESCO. Et on essaye aussi, avec différentes manifestations, de pouvoir essayer de donner une idée un petit peu plus claire sur la situation. Je voudrais vous donner des chiffres. Un monde où aurait une l'égalité des sexes pourrait ajouter 28 000 milliards de dollars Oh là à là. la croissance mondiale. Cet impact équivaut à la taille des économies combinées des États-Unis et de la Chine. Donc c'est simplement pour redonner quand même une certaine idée Mais de le bon combien sens, c'est pas partagé quand même, parce que c'est vrai que ça serait c'est pour ça que simplissime. ce serait quoi. intéressant de le faire savoir, surtout à la gente masculine, qui a Ouais. tellement peur qu'en fait, de faire l'effort des quotas en se disant c'est des passe-droits et de toute façon on va tomber en termes de profit, pas du tout. Et pour revenir sur les biais cognitifs, moi je travaille beaucoup à la diplomatie féministe. Donc j'ai fait des accords internationaux de diplomatie féministe que je fais signer un peu de par le monde. Je pars au Caire, à Shanghai, on a déjà la première dame d'Islande qui est impliquée, des accords africains également. Ce qu'on voit quand on demande aux hommes pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femmes aux tables de négociation, la réponse c'est parce que les femmes négocient, alors que les hommes veulent gagner. Donc si vous voulez, c'est un peu la même idée qu'en fait cette idée de tech, cette idée de trop grande douceur, peut-être qu'on ne va pas se battre pour le profit en premier, cette idée en fait d'a priori du care. C'est peut-être ça qui freine aussi. Vous avez vu l'étude qu'on a présentée, là, le CARE, c'est un peu un critère qui fait qu'elles choisiront leur carrière. Et c'est ça, et du coup, à la fois c'est handicapant, et à la fois on ne comprend pas combien ça peut venir en complémentarité, en fait, dans la diversité de la tête pensante. Et c'est pour ça que là, on est en train de réfléchir à un nouveau podcast qui est lancé avec Harvard Business Review France, qui s'appelle Woman on Board, et qui propose à des femmes de venir démystifier ce qu'est le board. Comme vous le savez, normalement, la loi de Marie-Pierre Rixin, c'est 40% dans les boards, on en est très très loin, et ça aussi, ça rejaillit directement sur cette capacité que les femmes peuvent faire partie de la gouvernance. Bien sûr, c'est évident, il n'y a pas de raison. De toute façon, on espère que la loi, d'ailleurs, je vous poserai la question sur la loi doit-elle forcer. Côté Collège de Paris, hein, Sylvia, ma question, c'est finalement, on a assez peu de femmes ingénieures, et la formation peut être aussi un accélérateur de tout ça. Alors, moi, je ne suis pas dans la tech. Hein. Et ma contribution est un peu plus modeste. Donc, je fais partie d'un groupe, mais je dirige une société en tant que directrice juridique qui intervient dans un secteur très, très particulier qui est le travail temporaire. Donc, ça paraît complètement à côté. C'est un secteur quand même important. C'est un secteur extrêmement important, le plus gros employeur de France, en fait. Donc, c'est vraiment un secteur assez méconnu. Et je me suis rendu compte, quand j'ai intégré cette société, cet organisme de formation, que c'est un secteur extrêmement féminisé. Là, j'ai vu encore les derniers chiffres, ils sont à plus de 80%. Oui. Et on a un homme sur deux qui est cadre, même pas un tiers des femmes, avec des femmes qui sont quand même réduites au rôle d'accompagnement social, de recrutement, etc. Et du coup, on a monté maintenant, depuis 3-4 ans, des parcours. Donc des parcours de formation destinés à faire monter ces femmes. On a des groupes intégralement constitués de femmes. Pour que simplement elles prennent conscience des compétences qu'elles ont déjà, de ce sur quoi elles peuvent avancer. Et j'ai accompagné maintenant des femmes qui ont créé donc, des entreprises de travail temporaire. Voilà. Donc on est rentré dans une démarche d'accompagnement, surtout au plan des compétences et de la confiance qu'elles pouvaient avoir dans leur capacité à diriger, en fait. La confiance, ça me semble un élément presque plus que la formation, puisque tout ce que vous avez dit, c'est... On ne leur fait pas confiance et parfois elles n'ont pas confiance, en tout cas dans leur projet. Je crois que c'est un élément central que vous développez. Absolument. Ouais. La capacité à manager, la capacité financière, c'est-à-dire, il y a beaucoup de craintes. Ouais. Catherine, est-ce qu'il faudrait que l'État soit plus actif pour renforcer, je sais pas, flécher des investissements, réglementer le cas échéant, ou est-ce que finalement il faut laisser faire les choses et continuer à avoir des initiatives? Alors, 2 points. Quand on a fait ce livre blanc, on a constaté qu'on a pris toutes les études qui étaient produites par les banques qui, évidemment, s'intéressent à l'épargne et aux produits financiers de leurs clientes. Mais sur la part qui nous intéresse, nous, qui la présence des femmes au capital des entreprises, finalement, on a manqué de données. Donc, on a sollicité la Banque de France,
je profite de votre antenne pour dire qu'on a écrit au gouverneur de la Banque de France et qu'on attend toujours une réponse. Et, si ça avait été une gouverne, comment on dit, une femme qui gouverne la Banque de France, elle aurait déjà répondu. parce qu'on a besoin de données. On manque de données sur ce sujet-là. Et alors déjà, l'État pourrait nous aider, les grandes institutions qui ont les chiffres, puisqu'il y a des études très fouillées d'Infogreffe ou autres sur l'entrepreneuriat, mais sur l'investissement des femmes, on n'en a quasiment pas. Donc ça, c'est un point, c'est on a besoin de données. On avait fait dans ce livre blanc un certain nombre de propositions, dont certaines ont été reprises dans la loi de finances qui était évoquée tout à l'heure de Marie-Pierre Rixain, notamment sur les poches de déduction fiscale. Mais il y a un troisième sujet, on parle beaucoup de la CSRD aujourd'hui. Nous, notre conviction aussi, c'est que le fait qu'il y ait plus de femmes au capital d'une entreprise, quand on lève des fonds, quand on arrive pour une entreprise, par une jeune start-up, arriver à 100 000 euros d'investissement, eh bien, on peut avoir une place au comité stratégique. Et même si l'entreprise est portée par des hommes, le fait qu'on soit au comité stratégique, eh bien, ça nous permet de, par exemple, s'ils ont dans leur équipe des jeunes femmes talentueuses, de les insister à leur donner des BSA, à les faire rentrer au capital pour que cette dimension financière, elle soit prise en compte. Et ça, effectivement, le fait qu'il y ait que les femmes soient mieux représentées au capital des entreprises, plus incitées par différentes manières, eh bien, ça pourrait être un critère RSE extrêmement fort. C'est vrai que, de toute façon, beaucoup de gens étaient contre les quotas, et beaucoup de gens qui étaient contre se sont résolus à dire finalement ça a influencé les choses. Même question pour vous, alors est-ce que finalement l'État, il a failli? Est-ce qu'il faudrait qu'il impulse quelque chose un peu plus fort? Alors, pardon, dans l'interview d'Aurore Berger, dans le supplément consacré à la RSE et à la parité, elle dit « je vais aller voir la BPI, je vais aller voir les VC, les Venture Capital, pour leur dire « attendez là, il faudra quand même passer à la vitesse supérieure ». Oui, il faut aller les voir, il faut surtout aller les revoir, parce que nous, on avait été les voir du coup avec un de ses prédécesseurs au numérique, et d'ailleurs ce qui a été l'origine de Sista. En fait, Sista a été créé en 2019, et à l'époque, c'était Cédric O qui était ministre du numérique. Et en gros, c'était un collectif de femmes entrepreneuses qui s'étaient rendu compte d'à quel point il était compliqué pour les femmes d'arriver au financement, d'accéder au financement, et donc elles ont créé une charte Sista pour un investissement plus inclusif. Et cette charte-là a été portée au CNUM par du coup Cédric O. Et cette charte, elle engageait les investisseurs à ce que les femmes représentent 25% de leur portefeuille d'investissement d'ici à 2025. Ah oui, donc, on est loin là, non? Donc c'est pour ça que moi j'invite le gouvernement accélérer un petit peu. Retourner voir les investisseurs, puisqu'en fait à l'époque, donc en 2019, plus de 150 fonds d'investissement avaient signé cette charte et qui se sont engagés à nos côtés. Et donc pour ça, il y avait plusieurs critères à respecter. Donc en effet, ce pourcentage de femmes en nette augmentation au sein de leur portefeuille d'investissement, mais aussi dans les leviers qui permettaient d'y accéder, il y avait vraiment cette question de la féminisation des équipes d'investissement qui est un peu un des nerfs de la guerre. Donc oui, la question est-ce que l'État doit s'en saisir? Oui, l'État doit s'en saisir parce que au même titre que pour les femmes dans les comités de direction, donc typiquement avec la loi Rixain là, qui va rentrer en application à partir de l'année prochaine, qui impose qu'il y ait 30% en 2025 de femmes au sein des comités de direction de l'ensemble des boîtes de plus de 1000 salariés. Nous, forcément, côté Sista, on est pour ce type de loi-là parce que ça donne un cadre. C'est des marqueurs, quoi. C'est important. Et en fait, la réalité, c'est que les gens n'aiment pas les quotas. En France, les gens n'aiment pas les quotas. Sauf qu'en fait, les études montrent que les équipes décideuses les plus diversifiées, les plus paritaires, ont des meilleurs résultats. Et rien, à contrario, ne montre que le fait d'avoir fait monter des femmes dans des organes décisionnaires va balayer du revers de la main la performance d'une entreprise. C'est le contraire d'ailleurs. C'est tout l'inverse. C'est le chiffre que nous a donné, il nous a fait rêver. Hein, quand on voit le déficit de la France, donc, voilà. On se dit waouh, on a la solution. A fortiori, au vu d'ailleurs des chiffres que tu donnais tout à l'heure, tout le monde a tout à gagner à ce qui est beaucoup plus de parité. Donc, message aux banquiers, vous allez être bientôt sollicités. D'ailleurs, je crois que vous les sollicitez déjà pas mal. On les sollicite énormément, puisque en effet, il y a quand même tout un
un groupe de fonds d'investissement très engagés à nos côtés et avec qui on travaille au quotidien et à qui justement on présente l'ensemble de ces femmes entrepreneuses qu'on accompagne dans le but qu'elles lèvent des fonds. Puisqu'en fait, les femmes dans la tech peuvent parfois manquer de réseau. Donc nous, on sert vraiment à faire ce lien entre les investisseurs et les investisseuses et les femmes entrepreneurs. Je me permets de souligner là l'initiative de Numéum, vous savez, qui consiste à aller chercher des femmes en reconversion. Je trouve ça très intelligent, c'est-à-dire des femmes qui... Alors que quelqu'un me disait, une expert comptable sera une excellente data scientist parce qu'elle maîtrise les data. Donc il y a un chantier, il y a plein de bonnes idées comme ça à aller chercher et c'est vrai, on n'y pense pas. Même question pour vous, hein. L'État stratège, il doit taper du poing sur la table parce que c'est vrai que là, on a vu, il y a quand même du retard à l'allumage. 2019-2024, ça n'a pas bougé. En fait, l'État, moi, je pense qu'il faut qu'il intervienne sur 2 plans. Déjà, essayer de faire en sorte que le ministère de l'égalité ne rassemble pas dans une sorte de fourre-tout les femmes avec les minorités. Je rappelle que les femmes ne sont pas une minorité, elles font plus de 52% de la population mondiale, c'est donc une majorité. Et là, on parle d'une majorité qui n'a pas accès à une gouvernance internationale, mondiale, française. Donc je pense que tant qu'on aura un ministère qui rassemble l'égalité avec une idée en fait de mettre les droits des femmes avec le reste des minorités, on se trompe de combat. Égalité des hommes-femmes, discrimination, ça ne va pas ensemble. Non, ça ne va pas ensemble. Parce que la discrimination, tout ce qui va être racisme, antisémitisme, LGBT, etc., ça ne va pas avec la question des droits des femmes qui sont des droits humains, comme les autres droits bien entendu, mais qui sont des droits majoritaires si on prend en considération. On ne prend pas la mesure de l'importance du sujet. On ne prend absolument pas. Au contraire, on la minimise. Donc ça, je pense qu'il y a une chose importante à faire au niveau de l'État. Une autre chose, je pense que ce serait plus que de faire des quotas, moi je serais pour faire des certificats ou des labels parité en entreprise pour vérifier au niveau de l'embauche, pour vérifier au niveau de l'égalité salariale, pour vérifier au niveau de l'accessibilité à des postes de dirigeance. Je pense qu'il existe aujourd'hui des labels écossaires, mais j'ai l'impression que, comme on dirait sur la question de l'écologie, on se préoccupe plus de la question des baleines que de la question des femmes, de la violence faite aux femmes, de l'inégalité salariale. Aujourd'hui, on parlait de 2025. Il faut attendre 2082 pour commencer à poindre une idée d'égalité salariale. D'ailleurs, je veux parler de la merveilleuse association 2082 qui fait un gros travail sur l'aide à la négociation pour les femmes. Ah oui. Il faut la connaître, oui. Donc pour moi, je pense qu'il y a deux pôles sur lesquels l'État devrait s'engager aujourd'hui avec ferveur, puisqu'on l'a vu, c'est vraiment dans le profit de tous. L'État, en ce moment, on ne sait pas trop qui va le piloter dans quelques semaines. On va voir. Vous serez toujours là, vous. Ça, de toute Quoi façon, qu'il arrive, vous serez toujours là. L'accès à la formation, il est équivalent pour les hommes et les femmes? On a souvent dit que pour suivre de la formation continue d'entreprise, cadre blanc, diplômé, On retrouve des disparités un petit peu analogues. On dit souvent que l'accès à la formation, il est moindre, y compris en cours de parcours. Ouais. Et ça pose un problème, ça aussi. Ça contribue d'ailleurs à cette inégalité. Oui. Je pense que les hommes, pour les mêmes raisons, en fait, je pense que les hommes pensent davantage évoluer, donc sont davantage demandeurs. Ouais. Il y a plus une question de demande. Ouais. Après, je voulais rebondir sur la question du label que tu évoquais. Moi, je suis assez d'accord. Je trouve qu'il y a des années de ça, j'étais très opposée moi-même à la question de mettre en place des quotas, parce que ça me donnait un peu l'impression nous serions une minorité à défendre. Enfin, l'idée me déplaisait. Voilà. Et quand je regarde les premiers résultats des législations qui ont été mises en place ces dernières années, finalement, à chaque fois, c'est ce qui a entraîné des vrais bons en avant. Complètement, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale qui va changer, mais bon, voilà. Et à chaque fois, c'est quand même... On ne sait pas comment, mais en nombre de femmes, en tout cas, voilà, il y a eu une évolution en 10 ans qui a été énorme. Ah bah oui, la parité en politique, c'est important. Et on l'a retrouvé pour les conseillers auprès des ministères, etc., etc. Donc je pense que tout ça est important. Et je pense que la directive européenne qui vient d'être adoptée sur la transparence salariale devrait être une bonne occasion pour la France de revenir notamment sur l'index Pénicaud. Ouais. Parce que l'index Pénicaud, on en a beaucoup montré les insuffisances, ce qui est une réalité. Notamment... Cela dit, l'index Pénicaud, il était repris au niveau européen. Ils ont copié pas mal de choses. Moi, je trouve que l'idée est bonne, mais les critères, par exemple, qui sont mis en place par la directive sont plus nombreux que ceux que mettait en place l'index et pourraient permettre peut-être de nouvelles avancées. Notamment, il y a deux questions qui sont très problématiques. C'est la question de travail à valeur égale. Il y a cette question de même emploi, emploi similaire, mais voilà, on sait très bien que les métiers féminisés, c'est l'inverse de la tech en fait. Eh bien,
souffrent d'un déclassement. Et ça fait des dizaines d'années que c'est comme ça. Et donc, je pense qu'il y a un travail là-dessus et sans doute sur le temps partiel également. Il y a un sujet peut-être complémentaire qui est l'éducation financière. Ah bah, c'était mon dernier sujet. Éducation, toi, mais c'est magnifique. Hein. Oui. Et parce qu'il y a une donnée un peu amusante dans les études et ce qu'on retrouve dans ce livre blanc, c'est que les femmes considèrent qu'elles n'ont pas suffisamment de connaissances financières et qu'en plus elles ont moins de temps, sujet de l'achat mental, autres, moins de temps pour en acquérir. Et les études montrent que les hommes, finalement, surestiment leurs compétences financières. Oui. Donc ça, c'est un point, on va dire, amusant. Mais effectivement, c'est un vrai sujet et c'est un sujet qu'on porte chez Femmes Business Angel, puisque au-delà d'investir, on a aussi un deuxième pilier qui est notre engagement et le fait que quand les femmes arrivent dans notre association, il y a un processus de formation. On co-instruit les dossiers ensemble. On a une marraine. On a un certain nombre de choses qui fait que on instruit, ensemble, même si on a chacune investi individuellement. Et de fait, notre mission est vraiment aussi de progresser, de faire progresser les femmes sur tous ces sujets d'éducation financière et de prise de risque. On considère que les femmes peut-être prennent moins de risques. On le voit d'ailleurs de façon... À l'inverse, la dernière pub de la sécurité routière, conduisez comme une femme, ça veut dire conduisez comme une femme, ça veut dire finalement, ne prenez pas trop de risques. Et effectivement, mais c'est bien conduire sans prendre de risques. Voilà, mais comme une femme. Mais en matière de finances, il faut peut-être aussi. Il faut avoir le sens du risque, c'est vrai. Avoir un peu le sens du risque, et c'est une parallèle. Juste un mot sur l'éducation. Alors, moi, quand je vous écoute, j'ai l'impression, je vois le temps long. C'est-à-dire que vous me parlez de 2019, on est en 2024. Ça n'a pas bougé. Et par exemple, quand on parle d'éducation, ça allait expliquer aux jeunes filles, voilà, comment c'est. Il y a des rôles modèles, il y a des témoins qui peuvent vous dire c'est possible. Il faut aller commencer très tôt pour avoir un résultat dans 5 à 10 ans, là, maintenant. C'est ça le sujet. Parce que finalement, il y a une vraie. Il faut aller sur le terrain, il faut aller rencontrer ces jeunes filles très tôt. Il faut aller les rencontrer très tôt. Il y a ce sujet, effectivement. D'éducation financière qui est aussi un sujet culturel. Il y a une sorte de dicton qui dit que finalement les hommes s'occupent des grands comptes et les femmes des petits comptes, et qui est un dicton populaire. Donc ça veut dire que c'est quand même, ce dicton existe, donc c'est ancré. Donc il faut repartir très en amont, sur ces sujets-là, oui, bien sûr. Et il faut créer des stars, mais il faut créer des images, des icônes pour donner envie. Absolument. Il faut montrer aux jeunes femmes qui sont dans les lycées et les écoles aujourd'hui que oui, le champ des possibles en termes de développement de carrière est complètement ouvert. Les écoles d'ingénieurs, de toute façon, pour aller notamment dans les métiers de la tech, les deux portes d'entrée, c'est les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce et de management. Quand on regarde maintenant les effectifs dans la tech, on se rend compte qu'il y a une surreprésentation des jeunes femmes dans tout ce qui va être les métiers du marketing et de la com, et une sous-représentation dans tout ce qui va être les métiers techniques, les métiers de développeurs, de chefs de projet, de chefs de produits, les métiers de la data dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, alors que ce sont non seulement des métiers qui sont bien payés, mais en plus de ça, qui sont recherchés. C'est là où il y a l'avenir. Là, on est en plein essor de toutes les boîtes de l'IA. L'IA, on met côté Sista un gros point d'alerte. L'IA, c'est ce qui est actuellement le plus recherché par les investisseuses et investisseurs, c'est ce qui est le plus financé. C'est là où il y a de l'avenir, c'est là où l'État met de l'argent investi. On se débrouille plutôt bien en France, en termes d'IA, on est plutôt pas mal. On a des super boîtes. Mistral, oui. Voilà, qui a dépassé toutes les autres boîtes en un temps extrêmement limité. Sauf qu'en fait, du coup, ce secteur-là, qui est aussi une petite partie de la tech et qui est très récent, reste extrêmement peu féminisé. Alors qu'on sait que c'est là où il y a la technologie et là où il y a l'argent. Du coup, il y a une nécessité absolue d'aller voir les jeunes femmes et de leur montrer que non seulement ces métiers peuvent être très intéressants, sont surtout aussi faits pour elles. L'enjeu est là. Et qu'il y a des femmes brillantes dans ces métiers-là. Et des femmes, et on ne parle pas non plus que des femmes qui sont très médiatisées, qui ont monté des entreprises, etc. On parle aussi de femmes
techniciennes qui ont Bien sûr. des métiers... L'innovation, elle se niche partout. Hein. Il n'y a pas besoin d'être Absolument, parce que polytechnicien ou et docteur puis tout le Harvard. monde ne cherche pas à devenir une star de la tech. Les gens veulent aussi faire ce qui leur fait plaisir et ce qu'ils aiment faire. Il y a des femmes dans les écoles qui aiment coder et qu'il faut qu'elles aient la possibilité de le faire et d'aller loin. L'éducation, évidemment, c'est quelque chose. Il y avait les 50 ans de WWF, comment dirais-je, à New York. Hein, votre présidente représentait la France et elle nous disait il ne faudrait pas que nos grands-mères aient moins de droits et moins d'accès à des métiers. Donc il faut bien préciser, vous vous êtes battus, enfin, je parlais des grands-mères, donc pas de vous. Mais en tout cas, évidemment, elles se sont battues, c'est pas pour régresser, évidemment. Et ça, il faut leur dire droit dans les yeux. Parce qu'elles ont aussi un rôle, hein, une ambition, un engagement à porter. Elles ont un rôle. Moi, j'organise chaque année le forum Feminavox au patronage de l'UNESCO. On a 30 invités qui viennent, mais de partout, d'Iran, Afghanistan, France, des personnes qui viennent nous donner une idée de la température des droits des femmes dans le monde. Et on est absolument atterrés de voir combien est-ce que ça régresse. Et je voudrais parler d'une norme ISO qui vient de sortir, la 53800 pour l'empouvoirment des femmes. Là, à mon avis, le temps que ça se mette en place, c'est dans les 10 ans à venir. Puis juste encore une chose, en vous entendant, je suis intervenue à Epitech parce que tout ce que je fais pour le droit des femmes, c'est bien entendu en bénévolat. Hein. La casquette UNESCO, c'est une casquette de représentativité, on dira de prestige, en tant que faisant partie du pôle ambassadeur. Mais je gagne ma vie en tant que coach. Donc j'aide des femmes notamment sur tout ce qui va être dirigeance. Et on m'a demandé d'intervenir sur Epitech, donc cette école qu'on connaît bien au niveau coding. Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait quand même une écoute sur cette idée de volonté d'égalité. Il faut savoir que les femmes, elles vont postuler en fonction de ce qu'elles savent, alors qu'un homme va postuler en fonction de ce qu'il peut faire. Donc il y a vraiment ce décalage de ce qu'il peut et de ce qu'il veut faire. Oui. D'ailleurs, qu'on n'a pas besoin de cocher toutes les cases, et ça on le sait bien, pour un homme pour se dire je vais apprendre en faisant. Une femme n'osera jamais, par rapport à un syndrome de l'imposteur, tout ça on le connaît bien. Et donc c'est vrai qu'il faut prendre ça en considération pour avancer, et puis prendre aussi un syndrome que moi j'appelle le syndrome de l'ascenseur. Il y a une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, quand je coachais une femme, elle me disait oui j'ai peur de prendre l'ascenseur le soir à 22h, on ne sait jamais si je rencontre un homme dans l'ascenseur et qu'il m'arrive quelque chose. Aujourd'hui, quand je coach un homme, il me dit « Oui, j'ai peur le soir à 22h de prendre l'ascenseur et croiser une femme si jamais elle me dit que je suis un harceleur, que je suis vicieux. » Et c'est très intéressant de voir cette gender fatigue avec en fait des pôles qui se sont absolument extrémisés dans les deux sens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le dialogue est difficile. Mais je le répète, le droit des femmes doit revenir en étant des droits humains. Et pour ça, il faut vraiment qu'on avance main dans la main. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, et ça c'est pour ça que les assises de la parité sont faites, c'est vraiment essayer de replacer l'homme dans une responsabilité aussi collective et dans une volonté de pouvoir être aux côtés des femmes dans cette discussion. De toute façon, l'homme, je l'ai dit plusieurs fois, est une partie de la solution. Évidemment, ça ne se fera pas contre lui, ça se fera avec lui, main dans la main, si je puis dire, et de la manière la plus harmonieuse possible. Merci, hein. Il y a du boulot encore. Hein. Bon, on va y arriver, de toute façon, c'est le sens de l'histoire. Et je vais vous dire, les jeunes femmes, les nouvelles générations qui arrivent, même Agère tout à l'heure nous a parlé, vous savez, de l'étude sur les attentes des jeunes. Finalement, les jeunes femmes attendent des choses assez en conformité avec ce qu'on attend d'elles, mais je suis convaincu que ça va bouger fort bientôt. Vous savez, la société est résiliente et les défis nombreux. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin des assises de la parité. Est-ce que Sandra, et que vous connaissez, Sandra Esquivaès, la présidente du WWF, et Lucille Desjonquers, qui est la présidente des assises, vont venir me rejoindre pour conclure cette journée. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation, Il nous faut de l'ambition. sur tous les sujets qui comptent, C'est à nous d'agir. Ensemble, faisons bouger les lignes.